Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo inédite sur la chaîne, une vidéo tier list dans laquelle on va classer 15 saisons de pilotes de Formule 1 dans différentes catégories. Il y aura la catégorie GOAT, la catégorie très bon, la catégorie bon, la catégorie moyen, la catégorie mauvais et la catégorie insignifiant. Et mon travail et le vôtre en commentaire sera de classer tous ces pilotes parmi ces différentes catégories. Ça peut faire débat sur certains, j'espère que vous êtes prêts. Et quant à nous, on peut commencer la vidéo. A noter que j'ai décidé de classer les pilotes par ordre alphabétique pour les faire passer dans la vidéo. Donc voilà, si vous voulez aller voir directement le pilote qui vous intéresse, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à à peu près, voilà, vous estimez en fonction de l'alphabet. Voilà, je vous laisse faire à votre guise, mais c'est toujours mieux d'écouter toute la vidéo. A noter que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail, alors n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne et à mon TikTok, à mon Insta qui sont dans la description. Et quant à nous, on peut désormais commencer la vidéo avec Monsieur Jack Aitken que j'ai placé dans insignifiant. Voilà, pour des raisons assez évidentes, qu'il a fait un seul Grand Prix en remplacement de George Russell qui remplaçait Lewis Hamilton malade du Covid lors du Grand Prix de Sakir remporté par Sergio Pérez en 2020 sur la outer track de Bahreïn. Il a fini sa course dans les barrières. D'où le fait que je le place insignifiant. Après insignifiant, il a quand même un petit impact maintenant que j'y réfléchis, parce que c'est lui qui provoque la safety car, qui provoque le cafouillage chez Mercedes, qui provoque le fait que ensuite Sergio Pérez puisse gagner la course, donc techniquement peut-être pas si insignifiant que ça. Mais bon, il a fait qu'une course et c'est insignifiant. Deuxième pilote, et là il y a un peu plus de choses à dire déjà, puisqu'on va parler de Alexander Albon. Albon, je l'ai placé dans bon pilote. Je pense sincèrement qu'Alex Albon est un bon pilote, qu'avec une bonne voiture, il peut faire de belles choses. On le voit cette année avec la Williams, il allait chercher des top 5. Il a battu les Ferrari à plusieurs occasions, notamment à Miami où il avait été très bon. Alex Albon, voilà, je pense pas qu'il soit de la caste des Leclerc, des Russell, des Verstappen, mais il est juste ce petit cran en dessous. Et je pense que la catégorie bon lui sied à merveille. Il n'était pas ridicule du tout face à Verstappen en 2019 et en 2020 quand ils étaient coéquipiers chez Red Bull. Il avait aussi dégommé Hartley en 2018. Et là, il est en train de faire de Sainz son petit chez Williams. Je pense sincèrement qu'Alex Albon mérite sa place dans la catégorie bon pilote. Et on va désormais ouvrir la catégorie GOAT avec mon pilote préféré, Fernando Alonso, que j'ai décidé de placer en GOAT entre 2010 et 2025. Voilà. Fernando Alonso est un pilote exceptionnel. Et ne venez pas me dire qu'il ne mérite pas la catégorie GOAT, parce que ce qu'il a fait au volant de la Ferrari, ce qu'il a fait au volant de l'Aston Martin, ce qu'il a fait au volant de l'Alpine, même franchement, bravo Fernando. Et ouais, Alonso, c'est le seul mec qui n'est pas champion du monde dans la catégorie GOAT. Ça vous place un peu à quel point je l'estime, le Fernando. Et oui, il aurait dû peut-être prendre 1, voire 2 titres en 2010 et 2012. Il est 3 fois vice-champion du monde. Il a fait 5 ou 6e, je sais plus, au championnat avec la poubelle qui était la F14T. Et là, l'Aston Martin, c'est pareil. Il porte Aston Martin sur son dos depuis désormais 3 saisons. Alonso, pour moi, ça mérite la catégorie GOAT assez largement. Changement d'ambiance avec Jaime Alguersuari que j'ai mis dans la catégorie moyen. Voilà, moyen, parce que tout simplement, c'était un pilote moyen. C'est bon, c'est moins bon. Et il a jamais été très haut. Et il a jamais été très bas non plus. Voilà, c'est pour ça, ce petit entre-deux là, je trouve que c'est le pilote qui illustre, en tout cas pour ouvrir la catégorie moyen, je trouve que c'est une excellente illustration. On enchaîne avec Andrea Kimi Antonelli que j'ai choisi de mettre dans la catégorie moyen. Également, ça pourrait mériter le bon, mais il n'a pas encore fait une saison complète. Et on a vu des hauts très hauts. La pole en sprint à Miami était magnifique. Le podium au Canada était très beau aussi. Il résiste aux deux McLaren. Mais il y a eu des courses aussi où c'était une
catastrophe pour Andrea Kimi Antonelli qui ne s'en sort pas avec cette Mercedes depuis quelques courses et c'est pour ça que je le mets dans la catégorie moyen. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration, c'est très provisoire cette catégorie, il peut viser le bon voire peut-être même le très bon dans un avenir proche, mais cette saison, si je dois me baser uniquement sur cette saison, pour moi je la trouve moyenne. On quitte les noms de famille en A pour partir dans les noms de famille en B avec Rubens Barrichello qui a piloté 2 saisons dans la Destiny 2010, en 2010 et 2011, Barrichello que je choisis de mettre dans la catégorie moyen. Et là ça peut faire débat. Je précise, avant de me faire insulter, que la catégorie moyen, enfin en tout cas ce qui s'applique aux pilotes, c'est vraiment à partir de 2010. Je ne prends pas en compte ce qui s'est passé avant. Donc pour moi, Barrichello c'est moyen en 2010. Dans la Williams, qui était une voiture du midfield, il a fait du midfield. Voilà, il a fait de bonnes perfs, il a fait de moins bonnes perfs, mais c'était le moyen. Il n'y a pas une course où je me dis waouh, Rubens Barrichello, et puis il n'y a pas une course où je me dis oh, catastrophe, Rubens Barrichello. Donc voilà, pour moi, vraiment, c'était moyen en 2010 et moyen en 2011 également, où il a fait jeu égal avec Hülkenberg et Maldonado durant ces 2 saisons, qui étaient 2 rookies. Après Rubens, c'était plus le Rubens des années 2000, c'était moins des voitures qui correspondaient à son style de pilotage. C'est pourquoi je l'ai mis dans la catégorie moyen. Mais Rubens Barrichello, attention, était un excellent pilote. Ollie Bearman est également dans la catégorie moyen, parce que ce que je vois cette saison, c'est moyen, tout simplement. Il y a des bonnes perfs, il y a des moins bonnes perfs. Après, la Haas est très très irrégulière aussi. Ça lui arrive d'être devant Ocon, surtout en qualif, moins en course. D'où le fait que je le mette moyen. Voilà, Bearman, pareil, même tarif qu'Antonelli. Il y a de la place pour de l'amélioration. On enchaîne avec un cas que j'ai traité il y a très peu de temps sur la chaîne. Le cas de Jules Bianchi, que j'ai mis dans la catégorie bon pilote. Bon pilote, Jules Bianchi, c'était le meilleur pilote des équipes de fond de grille. Et en tout cas, en général, les meilleurs pilotes des équipes de fond de grille arrivent quand même à se faire remarquer. Et c'était son cas, puisqu'il avait signé un pré-contrat avec Sauber. Donc voilà, Bianchi, 1 point, 2 points même dans une Marussia à Monaco, dans une course dantesque de sa part, fantastique, et un destin qui a été brisé en plein vol, mais je pense sincèrement que Jules Bianchi était un bon pilote et qu'il y avait de la place même pour aller viser plus haut dans nos catégories. Gabriel Bortoleto rejoint ses copains rookies dans la catégorie moyen, même si les dernières courses auraient pu le faire basculer dans la catégorie bon pilote, parce que sincèrement sur les dernières courses, Gabriel Bortoleto est excellent, mais un début de saison un peu mitigé, où il se faisait régulièrement battre par Hülkenberg, et bon après c'est normal, c'est Hülkenberg. Donc voilà, Bortoleto, sincèrement je pense que c'est l'un des rookies de la saison, en tout cas ça se tape avec Adjar, il est moyen plus. Voilà, Bortoleto c'est vraiment celui je pense où j'ai le plus hésité à le basculer de moyen à bon. Il reste dans moyen, mais sincèrement c'est top 3 des moyens. Donc voilà, Bortoleto, il est tout proche du bon, mais pour le moment dans le moyen. En fin de saison, peut-être qu'il serait bon. On enchaîne avec Monsieur Valtteri Bottas pour la catégorie bon. J'ai décidé de mettre Valtteri Bottas dans la catégorie bon pilote, tout simplement parce que il était un bon pilote. Voilà, il savait faire des pôles, il savait gagner quand il en avait l'opportunité, mais il y avait quand même des lacunes, notamment mentales, notamment au corps à corps dans les duels rapprochés. Bottas, c'était pas le meilleur, il se faisait souvent bouffer par Max, par Vettel, par Ricciardo. Voilà, Bottas, je lui trouve quand même des failles assez grosses pour ne pas le mettre dans la catégorie très bon. Mais bon, 20 pôles et 10 victoires, c'est quand même suffisant pour passer dans la catégorie bon. Sébastien Buemi, que j'ai mis dans la catégorie moyen. Moyen parce que, est-ce que vous avez vraiment le souvenir d'une course où, waouh, Sébastien Buemi? Non. Non. Et puis il n'a jamais été un candidat pour remplacer Mark Webber chez Red Bull. Donc voilà. Très très belle carrière cependant Buemi, que ce soit en Formula I, en WEC, voilà, un grand champion, un grand homme du sport auto, mais en F1, il a peut-être jamais vraiment eu sa chance aussi chez Toro Rosso, mais c'était moyen, plus le fait qu'à OnlyCart, là-bas à Dagneux, j'ai été à 1 seconde 5 de son chrono, je me dis qu'un pilote de Formule 1 aurait pu peut-être être un peu plus d'1 seconde 5 plus vite que moi dans un kart. Voilà, donc Sébastien Buemi, c'est dans la catégorie moyen. On ouvre la catégorie très bon pilote avec Jenson Button. Jenson Button était un très bon pilote, même si c'est surtout sa saison 2011 qui le sauve.
Pas sa saison 2010, pas sa saison 2012, sa saison 2011 où il termine vice-champion du monde derrière Sébastien Vettel, devant Fernando Alonso. C'est peut-être sa meilleure saison en Formule 1 d'ailleurs, la saison 2011, ça se tape avec 2009 et 2004. Mais ouais, en 2010 c'était bon aussi, il a eu un très bon début de saison avant de progressivement rentrer dans le rang, et à la fin de saison il faisait plus grand chose. En 2012 c'est pareil, début de saison bien et un creux, une victoire à Spa, un nouveau creux et on finit par une victoire à Sao Paulo. Button, ça a été un peu sinusoïdal, mais juste sa saison 2011, pour moi, ça suffit pour le placer dans la catégorie très bon pilote. Et si on devait retenir qu'une course de Jenson Button, c'est le Canada 2011. Je pense qu'un résumé de cette course suffit à vous montrer le pilote que Jenson Button était. Là, faut se mouiller la nuque, hein, là. Attention à l'hydrocution, puisqu'on passe de Jenson Button à Karun Chandhok, qui inaugure la catégorie mauvais, parce que c'était mauvais, tout simplement. Enfin, ouais. Quand je disais tout à l'heure que les meilleurs pilotes du fond de grille se font remarquer, je pense à Ocon, Ricciardo, Bianchi, bah lui pour le coup il s'est pas fait remarquer, il était dans la pire équipe et on l'a pris juste pour son budget. Voilà, mauvais pilote Karun Chandhok. Il va être rejoint Karun Chandhok par Max Chilton qui est également dans la catégorie mauvais, 2 saisons à se faire taper dessus par Jules Bianchi. Voilà, pareil, c'était lui qui amenait le budget mais c'était pas le plus talentueux de l'équipe, pardon. Donc voilà, Max Chilton, mauvais. Franco Colapinto, que j'ai mis dans mauvais. Colapinto, je l'ai mis dans mauvais. Également, tout simplement parce que les courses de l'année dernière, voilà, ces 2 premières courses à Singapour, à Bakou, à Monza, je pense qu'elles nous ont mis des étoiles dans les yeux. On était émerveillés de voir un mec qui fait « Oh, il vient à peine d'arriver, il connaît à peine la voiture et puis il fait des points. » Mais la fin de saison de Colapinto l'année dernière, c'était dur, hein. C'était dur, crash à Vegas, crash au Brésil, enfin même 2 crashs au Brésil. Il a tué le budget de Williams sur la fin de saison avec ses crashs. Donc voilà, Colapinto. Et puis même ce qu'il fait cette saison avec Alpine, désolé, mais c'est pas mieux que c'est pas mieux que Jack Doohan. Donc je le mets dans mauvais. Désolé. Jérôme D'Ambrosio rejoint également la catégorie mauvais. Désolé Jérôme, mais tu faisais pas le poids en Formule 1. Alors attention, hein, tous ces pilotes, on est d'accord qu'ils m'éclatent sur n'importe quel circuit, dans n'importe quelle voiture, mais c'est juste que si tu dois faire une échelle, bah ouais, désolé Jérôme, mais t'es un peu en bas de l'échelle, c'était pas très très bon, désolé. Même si t'es un backmarker, les meilleurs se font remarquer, tu t'es pas fait remarquer, désolé Jérôme. Pedro de la Rosa que j'ai mis dans moyen, je l'ai mis en moyen, j'aurais pu le mettre dans mauvais, mais je l'ai mis dans moyen, je me rappelle, chez Sauber en 2010, c'était pas mauvais. Franchement, ça allait par rapport à Kobayashi. Donc voilà, moyen. De la Rosa, j'ai jamais eu de mémoire où je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est nul. J'ai jamais eu de mémoire aussi où je me suis dit qu'est-ce que c'est excellent. Il y a eu des bonnes courses hein, de la Rosa chez Sauber. Après, bon bah chez HRT, malheureusement, il était chez HRT, il n'y a pas grand chose à espérer. Donc voilà, Pedro de la Rosa, moyen. Ça aurait peut-être mérité mauvais, je vous laisse me dire dans les commentaires. Nyck de Vries, c'est le même tarif que Franco Colapinto, ça part dans mauvais, tout simplement parce que il y a eu une course avec Williams où on s'est dit waouh, première course, il met des points exceptionnels, et après on a vu que chez AlphaTauri, c'était plus compliqué. Il s'est fait maltraiter par Yuki Tsunoda et il s'est fait virer au bout de la moitié de la saison. Je pense que ça en dit beaucoup sur le fait que il avait peut-être pas forcément le niveau pour être en Formule 1, en tout cas pas chez AlphaTauri. Donc Nyck de Vries part dans la catégorie mauvais. Lucas Di Grassi, pareil, on va aller assez vite, mauvais, voilà. Je devrais peut-être un peu raccourcir pour les gens où je dis mauvais, sans qu'il y ait besoin d'explication, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication sur pourquoi Lucas Di Grassi dans la catégorie mauvais. On enchaîne avec Paul Di Resta, que j'ai mis dans la catégorie bon pilote. Bon pilote Paul Di Resta, qui est resté 2 saisons en Formule 1, 2012-2013, il me semble, il n'a pas fait 2014, donc 2012-2013 Paul Di Resta, et franchement, c'était pas mal Paul Di Resta, c'était pas exceptionnel, quoique il y a certaines perfs de sa part où je m'étais dit pas mauvais le book, je pense notamment à Silverstone 2013 où je crois qu'il finit 6ème, 5 ou 6ème. Enfin bref, il y a eu de très bonnes perfs de Di Resta, il y a eu aussi du moins bon, mais quand tu vois ce qu'il faisait avec sa Force India, qui marquait des points régulièrement, qui se battait bien avec Adrian Sutil, pour moi ça mérite la catégorie bon pilote. Jack Doohan, lui par contre, va rejoindre la catégorie mauvais
pilote, voilà, même tarif que Colapinto, même tarif que De Vries, sauf que lui pour le coup il a jamais eu la chance de prouver sa valeur, viré après Miami, il bat Gasly je crois sur une qualif, notamment à Miami, mais c'est tout, et puis désolé, hein, mais le coup de passer le premier virage à Suzuka avec le DRS ouvert, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais rien que pour ça, ça mérite la catégorie mauvais. Marcus Ericsson, je l'ai mis dans la catégorie moyen. Pourquoi moyen? Parce que, quand même, hein, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ça fait 5 saisons en Formule 1, et Marcus, c'était pas un mauvais pilote. Voilà, c'était un pilote moyen. Il a plutôt bien tenu la comparaison face à Charles Leclerc en 2018, par exemple. Il y a des bonnes courses, par-ci, par-là. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas non plus extrêmement mauvais, d'où le fait qu'il soit dans la catégorie moyen. Pietro Fittipaldi, ça part dans insignifiant, il a remplacé 2 courses Romain Grosjean quand il s'est brûlé, voilà, insignifiant, pas grand chose à dire là-dessus. Il y en a un qui me tiraille, et là on arrive dessus, il me tiraille un peu parce que j'ai hésité entre bon et très bon, j'ai beaucoup hésité, je l'ai laissé dans bon finalement, j'ai suivi mon premier instinct, c'est Pierre Gasly. Pierre Gasly, je l'ai laissé dans bon parce que je trouve il lui manque un petit truc, tu vois, il manque ce détail qui ferait qu'il basculerait dans très bon. Je trouve que c'est un très bon pilote, mais par rapport à ce que j'ai en magasin, tu vois, il me manque ce petit truc. Je pense qu'il l'a, mais il faut le débloquer. On le voit pas assez souvent, parce que il y a eu une saison où je me suis dit là Pierre Gasly c'est très fort. C'est en 2021, ce qu'il fait avec l'AlphaTauri, franchement juste waouh. La saison 2021 de Gasly, elle est waouh, et elle pourrait le mériter, très bon. Mais la saison 2022, la saison 2023, 2024 et là même 2025, je trouve que la balance est pas suffisamment. La saison 2021 ne compense pas suffisamment le reste. Et c'est ce que je veux dire. Par exemple, l'année dernière, il y a juste en fin de saison où il a fait des perfs une nouvelle fois exceptionnelles, mais il y a aussi eu des crus qui étaient très bas, d'où le fait que je le laisse dans bon pilote. Mais sincèrement, c'est top 5, voire peut-être même top 3 du bon pilote. C'est dans ceux qui auraient pu basculer de l'autre côté de la ligne. Antonio Giovinazzi, que j'ai placé dans moyen. Voilà. Antonio Giovinazzi, c'était mid. Voilà, c'était pas mauvais. C'était pas très bon non plus. A noter quand même que ce mec a mené une course à Singapour en 2019. Donc voilà, Antonio Giovinazzi, il a fait ses 3 saisons. Bon, écoute, il était là, il était bien, il était en place. Mais sans plus. Alors, Timo Glock, je l'ai placé dans moyen. Et pour le placer dans moyen, j'ai fait pas forcément une exception. Voilà, je sais pas comment tourner la chose. Mais dans les backmarkers, c'était souvent celui qui tirait le plus son épingle du jeu chez Virgin. Donc, j'ai hésité entre moyen et mauvais pour Glock. Je pense que ce qui sauve le moyen, c'est le fait, donc comme je l'ai dit, que c'était souvent le leader des backmarkers, mais peut-être aussi ces saisons 2008 et 2009 qui le sauvent du mauvais. C'est peut-être la seule exception que j'ai faite. Enfin, non, peut-être pas la seule, mais voilà, c'est les rares fois où j'essaye de mesurer et où je me base un peu sur les saisons d'avant aussi, 2010. Mais Glock, oui, voilà, moyen. C'était un bon pilote, Timo Glock, mais il n'a pas eu la voiture pour s'exprimer, donc moyen. En revanche, j'ai placé Romain Grosjean dans bon pilote. Romain Grosjean, bon pilote, parce que ce mec avait la vitesse. Il avait la vitesse dans les mains, mais un peu trop de fougue. Voilà, plus canalisé, ça aurait pu être très bon. Mais il y avait trop d'erreurs pour Grosjean, trop de déchets. On l'a vu notamment sa saison 2012, qui a été particulièrement difficile, voilà, où il avait été surnommé le fou du premier tour par Mark Webber après des cartons au Japon, à Monaco, à Spa, et puis même après en 2013 il placarde 4 fois la voiture dans le même week-end à Monaco, et c'est vraiment en fin de saison 2013 où là on s'est dit ah oui, ce mec a du talent, quand il s'est mis à dominer Kimi Raikkonen, à aller faire podium sur podium, à mener des courses et à être le plus proche concurrent au Red Bull. Romain Grosjean est un bon pilote, mais il manque un petit truc pour basculer dans les très bons pilotes. Esteban Gutiérrez, que j'ai mis dans moyen. Voilà, même explication que pour Giovinazzi, il avait ses bons jours, il avait ses mauvais jours, et il a mené une course dans sa vie. Esteban Gutiérrez, c'était moyen, c'était ni très bon, ni très mauvais, c'est moyen. Isaac Hadjar, je suis peut-être trop gentil avec lui, mais je l'ai mis dans bon pilote. Vraiment, ses performances cette année, elles m'ont convaincu que ce mec a un truc en plus, peut-être même en plus que tous les autres rookies, notamment Antonelli.
Hadjar, je trouve vraiment qu'il a ce... Comment dire? Déjà, il est très dur avec lui-même, un peu comme Charles Leclerc. Et surtout, il a la vitesse. Il a la propreté aussi. Isaac Hadjar est un pilote qui est extrêmement propre, que ce soit dans le combat rapproché ou sur ses tours qualifs. Donc voilà, Isaac Hadjar est déjà un bon pilote pour moi. Ça mérite pas encore le très bon, voilà, qu'on soit clair. C'est une demi-saison en Formule 1, mais voilà, quand il a enchaîné 3 top 10 consécutifs, en étant à chaque fois le meilleur des autres, ça m'a bien hypé. Et donc voilà, Isaac Hadjar est placé dans bon pilote. Lewis Hamilton, bon, GOAT, passons très vite. Voilà, 6 titres depuis 2014, tout simplement. Le pilote qui a le plus gagné, le pilote qui a fait le plus de pôles, le pilote qui a fait le plus de podiums entre 2010 et 2025. On peut passer très rapidement sur Lewis Hamilton qui va évidemment directement dans la catégorie GOAT. Brandon Hartley, on enchaîne, pareil, faut se mouiller la nuque. Hein. C'est comme quand on est passé de Button à Chandhok tout à l'heure. Tu passes de Hamilton à Hartley, faut aussi se mouiller la nuque. Hartley, je l'ai mis dans mauvais. Très bon pilote de wake. Hartley, très bon pilote d'endurance. Mais en Formule 1, il s'est fait laver par Gasly, il s'est fait laver par Albon. Non, mauvais Hartley, mauvais. Rio Arianto, si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, c'est pourquoi je l'ai placé dans insignifiant. Nick Heidfeld, je l'ai placé dans bon pilote. Bon pilote, Nick Heidfeld. J'hésitais entre bon et moyen pour Heidfeld, mais un peu comme pour Glock, c'est ses saisons précédentes qui le sauvent, voilà, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, où il est bon. Donc voilà, ça compense un peu sa saison 2010 qui est mid, voilà, il se bat avec Kobayashi. Ça compense aussi sa saison 2011 qui partait très bien et qui ensuite a plongé au point qu'il se fasse virer à la mi-saison. Bon, les relations, je crois aussi, avec Eric Boulier étaient pas bonnes. Enfin bref, Nick Heidfeld était quand même un bon pilote, un pilote qui aurait dû gagner une course. Il me semble d'ailleurs que c'est derrière Romain Grosjean, le pilote avec le plus de podiums sans victoire. Ça vous place un peu le bonhomme. On passe à un cas assez épineux, celui de Nico Hülkenberg, que j'avais au départ placé dans très bon, et que j'ai fini par placer dans bon. Ouais, j'ai beaucoup hésité. Hülkenberg, j'ai beaucoup hésité parce que pour moi, ce mec a du talent, mais il n'a jamais eu la voiture pour s'exprimer. Et là, voilà, il allait faire podium dans une Sauber. Je ne sais pas si on se rend compte, mais la course de Silverstone, je pense que c'est ça. C'est encore très frais dans la tête. Et c'est pour ça que je l'avais placé en très bon au départ. Mais si je prends un peu de recul, un peu de distance, ça se discute. Ça se discute et je peux le comprendre. C'est pourquoi je l'ai redescendu en bon. Parce qu'il a eu l'opportunité de faire des podiums. Et à chaque fois, il a eu... Comment dire ? Il n'a pas répondu présent. Je pense au Brésil en 2012, notamment, où il a mené la course. Sincèrement, c'était même pas un podium, s'il lui tendait les bras, c'était la victoire. Et il s'est trop précipité en voulant doubler Hamilton. Il a fait une erreur, il a fini 4ème. Il y a aussi l'Allemagne 2019, où le podium lui tendait les bras dans la Renault. Il était 3ème, je crois, au moment de son accident. Voilà. Hülkenberg, il y a eu des moments où il aurait pu faire très bien, mais non. Et il y a eu des moments où, pareil, on ne l'attendait pas et où il a fait très bon. Et c'est ce savant mélange des deux qui fait que finalement, j'ai décidé de le placer en bon et pas en très bon. Mais j'ai beaucoup hésité. Narain Karthikeyan, même tarif que son pote indien Chandhok, c'est dans mauvais. C'est dans mauvais, voilà. Karthikeyan, c'était... bon... ouais, c'était pas très bon, hein. Christian Klein, oui, il a roulé dans la décennie 2010, une course en 2010 justement, insignifiant. On passe au prochain pilote. Kamui Kobayashi, que j'ai décidé de mettre dans bon pilote. Kobayashi, pour moi, était un bon pilote. Il a peut-être pas répondu au temps présent que Sergio Pérez, notamment en 2012, quand la Sauber a fait quelques podiums. Il a fait quand même un podium chez lui, au Japon, où il a résisté toute la course à Jenson Button. Kamui Kobayashi, il avait des flashs de génie par moment, que ce soit dans ses manœuvres, que ce soit dans certaines qualifs. Je pense notamment à Spa en 2012, où il se qualifie 2ème. Voilà, 2ème dans une Sauber. Après, Pérez était 4ème, mais aller faire la première ligne dans une Sauber en qualif, ça montre que tu es un bon pilote. Peut-être trop irrégulier, Kobayashi, mais quand même un bon pilote, même en Formule 1. Et là, quand on voit tous les succès qu'il a eu en wake, ça montre que c'est un bon pilote. Il était adapté à la F1 et peut-être qu'avec une voiture qui pouvait jouer les victoires, il aurait peut-être pu aller en chercher une. Heikki Kovalainen, que j'ai placé dans moyen. Heikki Kovalainen, je l'ai placé dans moyen. Tout simplement parce que quand tu es chez Caterham, tu peux pas tellement t'exprimer quand tu es chez Lotus Caterham. Donc moyen, Heikki Kovalainen. Ce qu'il sauve du mauvais, c'est que c'était un peu comme Timo Glock, c'était le patron des backmarkers. Souvent, c'était les deux qui se tapaient. Donc voilà.
Et puis aussi ses saisons précédentes qui aident un peu sa note. Mais je pense que même en prenant à partir de 2010, je l'aurais placé dans moyen Kovalainen. Donc Kovalainen, moyen. On enchaîne avec un cas assez épineux, c'est celui de Robert Kubica, qui a roulé seulement 2 saisons dans la décennie 2010, en 2010 et en 2019, 2 saisons radicalement différentes. On a la saison 2010 où on a un Kubica qui est probablement dans son prime et qui sort des courses de zinzin dans la Renault jaune et noire, notamment à Monaco où il termine 3e après avoir été 2e en qualif entre les deux Red Bull, un tour de zinzin dans la principauté. Il avait également fait podium en Australie et à Spa. À Spa, il s'est battu avec Button, Vettel, Weber. Voilà, Robert Kubica était un excellent pilote, mais comme vous le savez, l'accident de rallye en février 2011 lui a ruiné sa carrière et son retour en 2019 a été pénible à voir puisqu'il s'est fait défoncer par George Russell. Malgré tout, il avait pris un point pour Williams, il avait été là au moment où il fallait et Robert Kubica mérite le bon pilote. Il aurait peut-être même mérité le très bon pilote si le destin en avait décidé autrement. J'ai décidé de placer ensuite Daniil Kvyat dans les bons pilotes. Voilà, Daniil Kvyat est un bon pilote si on enlève les 4 premières courses de la saison 2016. Faut juste enlever ce petit segment, mais c'est un bon pilote. Voilà, on l'a vu tout de suite chez Toro Rosso, le mec avait du volant, vraiment pas mauvais, et puis chez Red Bull en 2015, voilà, il domine Ricciardo. Enfin, en tout cas, au classement pilote, il finit devant Ricciardo à la fin de l'année. Hein. Bon, ça, les gens oublient, mais Kvyat, quand il est chez Red Bull, il fait jeu égal avec Ricciardo. Mais voilà, il a suffi de 4 courses pour ruiner sa réputation. Malgré tout, moi, Daniil, je n'oublie pas ce que tu as fait et je te place dans bon pilote. Nicolas Latifi, vous savez déjà où il va aller, notre très cher Latigoat. Latigoat, ça va dans mauvais, désolé Nicolas, mais le pire c'est que ce mec était bon dans les catégories inférieures puisqu'il se battait avec Norris, avec Russell, avec Albon, et qu'il était souvent dans les mêmes eaux que ces gars-là. Mais en F1, le step, il a été brutal, hein, parce qu'il s'est fait lessiver par George Russell pendant 2020, 2021, 2022. Pendant 3 saisons, il s'est fait lessiver par Russell. Voilà. Désolé Nicolas, mais ça mérite pas plus haut que mauvais. J'ai décidé de placer Liam Lawson dans la catégorie moyen, tout simplement parce que en 2023, quand il remplace Ricciardo, on se dit « Oh !» Il a du talent le néo-zélandais quand même, hein. Il est pas mauvais. Ensuite en 2024, c'était pas mal. Quand il remplace Ricciardo, c'est pareil, c'était pas mal. Et là, début de saison chez Red Bull, ça a été très compliqué. Je pense qu'ils l'ont placé beaucoup trop tôt chez Red Bull. Le retour chez Visa Cash-App a été difficile aussi. Et là, il commence à prendre ses marques, il commence à prendre la mesure d'Adjar, à arriver à le battre. Donc voilà, Liam Lawson, je pense sincèrement qu'il n'est pas mauvais. Je suis pas sûr qu'il ait le talent brut d'Adjar, donc c'est pour ça que je le place dans la catégorie moyen. On enchaîne avec Charles Leclerc qui rejoint la catégorie des très bons pilotes. Et oui, Charles Leclerc est un excellent pilote. J'ai vu passer une stat récemment dans, entre guillemets, sur les 35 pôles de Ferrari là depuis que Leclerc est dans la voiture. Lui, il en a pris 27 sur les 35. Hein. Ça vous montre que Charles Leclerc est un pilote extrêmement rapide, notamment sur un tour. Il a encore des lacunes en course, ou peut-être parfois trop agressif, parfois trop tendre à la radio. Mais voilà, je trouve que Leclerc a tout ce qu'il faut pour être un champion du monde. Il lui faut juste désormais la voiture pour concrétiser. Mettez-le dans la McLaren cette année et je vous jure qu'il va chercher le titre, que ce soit contre Norris ou contre Piastri. Donc voilà, Charles Leclerc rejoint la catégorie des très bons pilotes. Vitantonio Liuzzi est dans la catégorie des pilotes moyens. Voilà, moyens, parce que en 2010, chez Force India, c'était pas mauvais. Ça tenait pas mal la comparaison face à Adrian Sutil. C'était pas transcendant non plus. D'où la catégorie moyen, qui je trouve définit bien le pilote. Vous connaissez sûrement André Lotterer si vous suivez le sport auto. Vous saviez qu'il avait fait une course en Formule 1 ? Oui, Spa 2014. Insignifiant. Kevin Magnussen est un bon pilote et je le comparerais à Romain Grosjean. Voilà. Peut-être un cran en dessous de Grosjean.
mais c'est dans la même veine. C'est des mecs qui sont très agressifs, qui peuvent faire des erreurs, mais qui ont une pointe de vitesse remarquable. Je me rappelle quand Magnussen a réussi à traîner sa Haas en 4e position en qualif en Autriche, et puis même son retour en 2022, où il monte dans une voiture qu'il ne connaît pas, et va aller claquer des points, des bonnes perfs début 2022. Kevin Magnussen est un bon pilote, est un pilote rapide, qui a pas eu de chance, voilà, mauvais timing, peut-être démarré trop tôt chez McLaren, mais Kevin Magnussen reste malgré tout un bon pilote. Pastor Maldonado a été un cas épineux à traiter pour moi et je l'ai finalement mis dans la catégorie moyen. Je sais que mettre un mec qui a gagné une course avec un sang-froid et une maturité exceptionnelle en Espagne en 2012, dans une voiture qui ne méritait pas la gagne, en tout cas sauf sur ce week-end, eh ben ça pourrait mériter mieux. Mais Pastor, c'est beaucoup trop irrégulier pour mériter la catégorie des bons pilotes. C'est pourquoi je le mets dans moyen, parce qu'il pouvait avoir des hauts extrêmement hauts. Je pense notamment en 2012 à Singapour. On a aussi eu la qualif à Abu Dhabi où c'était très bien. On a eu l'Espagne évidemment, mais on a aussi eu des bas très bas ensuite, plus tard dans sa carrière. Voilà, Maldonado, c'est l'entre-deux parfait entre le haut qui est très haut et le bas qui est très bas, d'où le fait qu'il soit dans la catégorie moyen. Felipe Massa rejoint la catégorie des bons pilotes, et pour lui, si la catégorie avait été ouverte entre 2007, voilà, si on remonte de 2-3 ans pour Massa, il aurait été dans les très bons, mais son accident en Hongrie 2009 a changé sa carrière. Il s'est fait maltraiter pendant 3 saisons par Fernando Alonso chez Ferrari. Chez Williams, il tenait la comparaison avec Bottas. Voilà, Massa, ça reste un bon pilote. Je me voyais pas le mettre dans moyen, quand même. Voilà, je trouve que ça aurait été très dur de le mettre dans moyen. Mais je trouve que la catégorie bon est adaptée. Ça aurait pu mériter très bon, ça avant. Mais sur ce que j'ai vu depuis 2010, je peux pas aller dans très bon. Et je peux pas aller dans moyen non plus. Voilà, Felipe Massa n'était pas un pilote moyen, c'est un bon pilote. Alors que le chat de race sibérienne, vous le voyez juste ici, nous a rejoint pour parler de Nikita Mazepin, le russe. Oh bah dis donc, quel hasard. Et ben Mazepin, ça ira dans mauvais. Et j'ai hésité à créer une catégorie rien que pour lui, la catégorie très mauvais. Mais non, on va garder mauvais, ça sert à rien de créer une catégorie unique pour Mazepin. Donc voilà, Mazepin, mauvais, mais vraiment le bas du mauvais. Alors que je suis en train de me battre avec un moustique, je prends une pause pour vous parler de Roberto Merhi, et je vais aller très vite puisque je l'ai placé dans insignifiant pour des raisons qui me semblent assez évidentes. On arrive à 2-3 cas assez épineux, notamment celui de Lando Norris que j'ai placé dans bon pilote. Lando Norris est un bon pilote, mais je lui trouve encore beaucoup de failles, même dans les courses où il domine, et bah, il peut avoir ces moments de déconcentration où il se fait peur tout seul. Je pense notamment l'année dernière à Singapour où il gagne avec une marge qui est monstrueuse, mais qui passe à 2 doigts de placarder sa McLaren à 2 reprises alors qu'il a 20 secondes d'avance en tête de course. Norris, trop tendre encore pour être un vrai champion, et même s'il est champion du monde cette année, je trouverai encore des failles. Je le basculerai très probablement dans très bon pilote, mais pour le moment ça reste un bon pilote, voilà, dans une voiture qui est capable de gagner le titre, où il était le favori annoncé de la saison. Et ben il a du mal plus que prévu face à un coéquipier qui a beaucoup moins d'expérience que lui, alors que le moustique vient de me piquer, je le sens et ça m'énerve. Mais Lando Norris est pour moi un bon pilote, pas encore un très bon. Un cas à nouveau assez épineux, et je vais parler d'Esteban Ocon que j'ai décidé de placer dans les bons pilotes. Ocon, j'ai hésité à le mettre dans très bon, un peu comme Gasly, mais je trouve qu'il manque un truc pour Esteban, et c'est peut-être ses premières saisons qui lui font défaut. Voilà, ses premières saisons où, après avoir très bien tenu la comparaison face à Sergio Pérez, il a passé 1 an sur le carreau en 2019. C'était pas mérité, mais il a quand même passé 1 an sur le carreau. Il n'y a aucune équipe qui est venue le chercher. Après, en 2020, il se fait un peu battre par Ricciardo quand même. Voilà, il est en dessous de Ricciardo. 2021 face à Alonso, c'est en dessous. Je trouve que c'est en dessous d'Alonso, mais c'est lui qui gagne la course. 2022, pareil, je trouve que c'est en dessous d'Alonso, même si au championnat, je crois qu'il termine devant. En termes de perfo pur, je trouve que c'est en dessous. Et 2023, excellente saison. Excellente saison 2023, excellente saison 2024, surtout dans le contexte dans lequel on l'a mis. Ocon, voilà, c'est bon et c'est top
3, 4 des bons. C'est ceux qui méritent de passer dans très bon. Par exemple, je place Ocon devant Norris et assez largement. Jolyon Palmer a été placé dans mauvais, tout simplement. Alors, ces analyses techniques sur la F1 TV, elles sont pépites. Vraiment, merci pour ça, Jolyon. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais quand même assez souvent. Mais alors, par contre, en termes de pilotage de la voiture, Jolyon, non, c'était pas ça. Sergio Pérez est un bon pilote et ce n'est pas ces dernières saisons chez Red Bull qui vont me faire changer d'avis. Sergio Pérez a toujours été un bon pilote. Déjà en 2011, il faisait de belles perfs. En 2012, j'en parle pas. Il passe à 2 doigts d'une première victoire en Malaisie. Puis après, il refait d'autres perfs. 3e au Canada, 2e à Monza. Sergio Pérez, c'est un pilote qui préserve extrêmement bien ses pneus, qui sait être agressif quand il faut. Parfois trop, il y a quelques manœuvres qui ont été limites, je pense notamment à Singapour 2018, ou même dans ses duels avec Ocon. Voilà, Sergio Pérez peut être un pilote très très agressif, parfois trop. Il lui manque un truc pour être un très bon pilote, mais Sergio Pérez était un bon pilote. J'ai décidé de placer ensuite Vitaly Petrov dans la catégorie moyen. Voilà, je trouve que c'est une catégorie qui le définit plutôt bien. Après une saison rookie moyenne en 2010, où il s'est fait exploser par Robert Kubica, mais bon, me direz-vous, c'est normal. Il a commencé la saison 2011 par un podium en Australie, qui sera le premier et le dernier de sa carrière, puisqu'ensuite sa saison s'est progressivement éteinte, notamment dû aussi à la baisse de performance de la Lotus. Puis ensuite en 2012, il a rejoint Caterham, où il était le meilleur pilote du bas de tableau. Donc voilà, Vitaly Petrov était un pilote moyen, pas très bon, pas très mauvais, moyen. On enchaîne avec Oscar Piastri, que j'ai placé dans la catégorie bon pilote. Comme son coéquipier, je lui trouve encore quelques failles, mais je pense que Piastri ira plus haut que Norris. On ressortira cette vidéo dans quelques années, quand Norris aura 3 titres et Piastri 0. Mais voilà, je lui trouve encore des failles. Notamment en qualif, où je trouve qu'il manque de... Comment dire, il n'est pas clutch en qualif, et là au corps à corps, autant je lui trouvais de grande qualité, notamment face à Verstappen en début de saison, autant là, il y a eu quelques moments où je me suis dit, ah, pas encore, pas tout à fait, notamment en Autriche, notamment en Hongrie, notamment à Imola, où il se fait manger le cerveau par Verstappen. Il a encore des failles, Piastri, mais je le trouve déjà meilleur que Norris, et je pense que le champion de cette année, ce sera lui. On enchaîne avec Charles Pic, que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent probablement pas. Et Charles Pic, j'ai décidé de le placer dans mauvais. Voilà, ça a été l'équipier de Petrov, mais t'as fini derrière Petrov. Et il n'y a aucune grosse équipe qui s'est manifestée pour toi. Désolé Charles, mais c'est mauvais. Kimi Raikkonen, ça a été un cas un peu épineux, Kimi Raikkonen aussi, entre bon et très bon. Je l'ai quand même placé dans très bon, son passé joue pour lui, mais c'est surtout pour sa saison 2012 et sa saison 2013 que Kimi, je l'ai placé dans très bon, tout simplement parce que le reste, ça a été chez Ferrari plus compliqué. En 2014, il se fait bouffer par Alonso, et puis derrière, il passe 3 saisons à être le larbin de Vettel. Voilà, Raikkonen, il avait ces moments où ça cliquait, et c'était magique, mais je pense que les voitures, plus on avançait dans le temps, moins elles lui correspondaient. Je pense que Raikkonen, c'est un pilote qui aime des voitures très vives et très agiles, et je pense que les paquebots de la fin, ça ne lui convenait plus à son style de pilotage, il avait plus envie. Mais en 2012, lors de son retour, voilà, il termine 3e du championnat dans une Lotus, devant les 2 McLaren. Ça place un peu la performance du bonhomme. En 2013 aussi, il commence par une masterclass lors de la manche d'ouverture. Raikkonen était un très bon pilote, un excellent pilote même, mais sur la décennie 2010, ça mérite pas plus haut que très bon. Daniel Ricciardo a été placé dans très bon pilote. Je ferme les yeux sur 2022 et 2023, j'avoue, et 2024 aussi, on ferme les yeux. Hop, je ne vois pas. Je préfère me concentrer sur les saisons 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020, où Daniel Ricciardo était l'un des meilleurs pilotes de la grille, de late breakers, voilà, celui qui freinait plus tard que son adversaire, des manœuvres, des dive bombs, une maîtrise de sa voiture incroyable. Daniel Ricciardo était un très bon pilote, si on fait abstraction des 2 dernières saisons, où je trouve que les voitures ne lui correspondaient plus. On va désormais parler de Rossi. Non, le mec ne se trompe pas de sport, on va pas parler de moto, mais bien de Formule 1 et d'Alexander Rossi, pilote américain, insignifiant. Est-ce que vous vous rappelez de ce type ?
Nico Rosberg fait son apparition dans la catégorie GOAT. Nico Rosberg est l'un des GOAT de la décennie 2010. Enfin, vous m'avez compris, depuis 2010, les performances de Rosberg ont tout bonnement été exceptionnelles. Parce que aller proposer une telle adversité à Prime Lewis Hamilton, franchement, bravo. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient pensé qu'il en était capable lorsque les deux ont été associés chez Mercedes, mais 2013, 2014, 2015, bon moins 2015, mais 2013, 2014, 2016, Nico Rosberg a tenu la dragée très très haute à Lewis Hamilton et est même allé le battre en 2016. En 2014, il fait plus de pole qu'Hamilton, qui est pourtant considéré comme un excellent pilote sur un tour, peut-être même le meilleur. Nico Rosberg mérite la catégorie GOAT et même il la mérite aussi pour ses saisons 2010 et 2012, 2011 c'était un peu moyen, enfin un peu moins bon en tout cas, mais 2010 quand il prend des podiums avec sa Mercedes, 2012 pareil, quand il prend sa première victoire, sa première pole, le podium à Monaco, enfin bref, Nico Rosberg mérite sa place parmi les GOAT depuis 2010. George Russell est un très bon pilote et il le prouve cette année en allant chercher les miettes des McLaren et de Verstappen quand ils en laissent. C'est toujours lui qui est là pour les ramasser. Il est passé pas loin de faire la pole en Chine, puis il y a une autre occasion, je crois à Bahreïn aussi, où il passe très très proche de la pole. À Imola aussi, il était pas si loin. Il gagne au Canada, pole victoire au Canada. Il a dominé le week-end dans un moment où les McLaren étaient plus faibles. Voilà, George Russell est un excellent pilote, un très bon pilote. Il l'a prouvé chez Williams, il l'a prouvé face à Hamilton chez Mercedes, et là il le prouve encore cette saison. Il y a un bel avenir pour lui. J'ai placé Carlos Sainz dans les bons pilotes. Carlos Sainz est un bon pilote, il a tenu la dragée haute face à Leclerc chez Ferrari, mais il lui manque ce truc pour aller dans les très bons pilotes. Et je pense qu'il ne l'aura probablement jamais, puisque désormais il est chez Williams, plus chez Ferrari. Voilà. Carlos Sainz est probablement plus régulier que Charles Leclerc, mais voilà, il lui manque ce truc pour aller dans les très bons pilotes. Je l'ai toujours trouvé un poil en dessous en termes de rythme pur. Il a ses week-ends où il est imbattable, mais c'est une fois dans l'année. Malheureusement, ça mérite pas d'être dans très bons pilotes. Bon, si vous entendez un petit ronron, c'est pas une musique de fond, c'est vraiment le chat qui hurle à la mort depuis tout à l'heure pour avoir un câlin. Donc voilà, je lui fais finalement son câlin pour parler de Logan Sargent que j'ai placé dans mauvais pour des raisons assez évidentes. Michael Schumacher a été placé dans bon pilote. Je sais, son retour, voilà, c'était plus le Michael de chez Ferrari, mais quand même, je trouve qu'on le sous-estime légèrement, notamment sa saison 2012, où il a vraiment été malchanceux, puisqu'en début de saison, il était au-dessus de Nico Rosberg. Je pense à l'Australie, où il doit abandonner, alors qu'il était 4ème et qu'il se battait pour un podium. À Malaisie, pareil, il se qualifie très haut sur la grille, mais c'est Romain Grosjean qui le met dehors. En Chine, bon, Rosberg était meilleur, mais lui était 2ème, et il aurait dû faire 2ème sans un problème au stand. Voilà, Schumacher, pareil, la pole à Monaco, elle était pour lui, mais non, à cause de la pénalité reçue en Espagne. Je trouve qu'on sous-estime un peu son retour, et puis, bon, il mérite le bon aussi, rien que pour sa legacy, sa légende. Michael Schumacher, j'ai décidé de le placer dans bon. En revanche, j'ai décidé de placer le fiston Mick Schumacher dans moyen. Je pense qu'on aurait pu lui laisser plus de temps, parce qu'il avait un bon coup de volant, le Mick, mais il a détruit trop de voitures. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a forgé une mauvaise réputation. Cependant, c'était pas un mauvais pilote, Mick Schumacher, loin de là. Il avait atomisé Mazepin. Bon, c'est pas la chose la plus compliquée à faire. Mais voilà, il se défendait bien face à Magnussen aussi en 2022. Et je pense qu'on aurait pu lui laisser plus de temps, d'où le fait que Mick Schumacher soit placé dans la catégorie moyen. Bruno Senna, désolé, mais t'as pas le talent de ton oncle, loin de là, et je l'ai mis dans la catégorie mauvais. Ça aurait pu mériter moyen, mais c'était quand même moins bon que Pastor Maldonado, qui est dans la catégorie moyen, donc c'est mauvais. Sergei Sirotkin a été placé dans la catégorie mauvais, tout simplement parce que, ouais, dans la Williams de 2018, 1 déjà, t'as pas de chance, parce que la Williams c'était une poubelle, et 2, t'as pas fait mieux que Stroll, donc c'est mauvais. Will Stevens a été placé dans mauvais, j'aurais pu le placer dans l'insignifiant, parce qu'on s'en rappelle pas beaucoup, mais il a quand même fait quelques courses. Voilà, quelques courses, plus qu'en tout cas ceux qui sont insignifiants, donc c'est mauvais par définition, parce qu'on s'en rappelle pas,
mais il était là. Lance Stroll, cas épineux, je l'ai placé dans moyen quand même. Je l'ai quand même placé dans moyen parce que Lance Stroll, dans ses bons week-ends, est plutôt bon. Voilà, faut admettre, voilà, quelques podiums, une pole sortie de nulle part, mais surtout la pole, elle était magistrale. En Turquie, une pole pleine de maîtrise. Lance Stroll sous la pluie, c'est pareil, il arrive toujours à sortir des perfs où tu te dis, mais comment ce mec peut être à la fois aussi mauvais parfois et aussi bon certaines. Alors bon, ça fait 3 ans qu'il se fait pisser dessus par Alonso. Logique, me direz-vous. Mais voilà, je pense que Lance Stroll n'est peut-être pas aussi mauvais qu'on veut nous le faire croire. C'est dans moyen, ça ira jamais dans bon. Ça peut flirter avec le mauvais, mais je pense que ses accomplissements le sauvent. Ça restera dans moyen. Adrian Sutil, que j'ai placé dans bon pilote, malgré le fait qu'il n'ait jamais eu de podium. Sutil, c'était bon. Franchement, c'était bon. J'ai quelques souvenirs de lui. Alors bon, vous me direz que ça compte pas, et c'est vrai, mais en 2009, quand il fait P2 à Monza en qualif, voilà où je m'étais dit, waouh, dans la Force India, c'était fort. Fisichella avait fait la pole au Grand Prix d'avant. C'était les 2 Grands Prix où la Force India avait le mieux marché de sa vie. Mais voilà, Adrian Sutil, chez Sauber, il a battu, c'était Gutiérrez avec lui chez Sauber en 2013 et en 2014. Il a également fait quasi jeu égal avec Hülkenberg, avec Di Resta. C'est un bon pilote. Adrian Sutil était un bon pilote, un peu sous-coté. J'ai mis Jarno Trulli dans moyen, voilà. Ce qui le sauve du mauvais, c'est le fait, comme pour ses copains Kovalainen et Glock, qu'il était dans le haut du panier des bas de tableau, et qu'il a un petit passif aussi. Jarno Trulli chez Renault, c'est une pole, une victoire, c'est des podiums. Chez Toyota aussi, des pôles et des podiums. C'est ça qui remonte un peu sa note. Ça suffira pas pour être bon depuis 2010. Mais c'était pas foncièrement mauvais. Yuki Tsunoda, je l'ai placé dans bon pilote. Je pense sincèrement que Yuki a un bon coup de volant, une belle pointe de vitesse, mais là chez Red Bull, c'est compliqué. C'est difficile pour Yuki chez Red Bull, il se fait maltraiter par Max Verstappen, qui est le seul à être capable de combler les lacunes de la Red Bull. Un pilote, même bon comme Perez, même bon comme Tsunoda, n'y arrive pas. Mais voilà, Tsunoda, il ne faut pas regarder Red Bull, il faut regarder Alpha Tauri. Une bonne saison de rookie face à Pierre Gasly en 2021. En 2022, pareil, il tient plutôt bien la comparaison. Puis en 2023-2024, il a maltraité les coéquipiers qu'on lui a mis. De Vries, Ricciardo, Lawson, tous passés au scalp, enfin tous on fait de moins bonnes perfs que lui. Yuki Tsunoda est un bon pilote. Guido van der Garde, voilà, il a roulé la saison 2013 et c'était pas fifou. Voilà, c'était pas le meilleur néerlandais qui existait, puisque bon, Max Verstappen existe, mais van der Garde, non, c'était pas très très bon. Stoffel Van Dorn, que j'ai mis dans moyen. J'aurais pu le mettre dans mauvais, mais je l'ai quand même mis dans moyen. Je me rappelle en 2016, quand il remplace Fernando Alonso et qu'il va mettre des points pour sa première course dans la poubelle qui était la McLaren, ça nous avait tous bluffé à l'époque. Et après, il s'est fait maltraiter par Alonso en 2017 et 2018. Mais bon, qui ne se fait pas maltraiter par Alonso, hormis les très bons, et même certains très bons, ils sont passés. Donc, ouais. Van Dorn, je pense qu'il avait quand même un bon coup de volant. Il l'a prouvé en Formule E ensuite, mais pas suffisamment pour être un très grand de la Formule 1. C'était pas bon, mais c'était pas très mauvais non plus. Par définition, c'était moyen. Jean Rigolet était un bon pilote chez Toro Rosso, et si on se base sur les résultats de la saison 2012-2013, c'est lui qui aurait dû remplacer Mark Webber chez Red Bull, pas Daniel Ricciardo. Et ça, il l'a encore un peu entravé dans la gorge, Jean-Éric, mais c'était un bon pilote. Il avait fait jeu égal avec Ricciardo, il a battu Kvyat en 2014. Jean-Éric Vergne était un bon pilote, pas un très bon pilote, ou en tout cas il a pas eu la chance de le prouver, mais il était bon pilote. On arrive vers la toute fin de la liste, mais on a quand même là 3 gros pilotes à traiter. Ça va aller plutôt vite pour 2 d'entre eux. Max Verstappen, GOAT. Voilà, tout simplement 4 titres consécutifs. Ça ne peut pas être autre chose que GOAT. Et c'est peut-être même GOAT all-time, ou en tout cas dans la conversation Max Verstappen à la fin de sa carrière. Je pense qu'il sera dans la conversation avec Senna, avec Prost, Hamilton, Schumacher, Fangio. Lui, attention, GOAT dans cette catégorie-là depuis 2010, mais peut-être aussi GOAT all-time. Sébastien Vettel, lui aussi, est un GOAT. Voilà, 4 titres consécutifs, aussi 2010, 2011, 2012, 2013. Vettel est GOAT, voilà. Il n'y a pas beaucoup de débats à avoir. Mark Webber est un très bon pilote. Malgré le fait qu'il a été un peu le larbin de Vettel en 2011 et en 2013, et ben en 2010, il a
il est passé tout proche d'un titre et le titre l'aurait probablement placé chez les GOAT du coup. Donc voilà, Mark Webber est un très bon pilote dans ses bons jours, il était invincible que ce soit en qualif ou en course. Il y a quelques courses de Webber qui sont mémorables, je pense notamment à l'Espagne en 2010 où il a sorti une masterclass, parti en pole, parti devant, on ne l'a jamais revu. On a également la Grande-Bretagne en 2012, où il joue au chat et à la souris avec Alonso. On a Monaco 2010 et 2012, qui sont des courses parfaites. Mark Webber était un très bon pilote, et qui ne faisait pas d'erreur quand il était vraiment focus. On passe de Mark Webber à Pascal Wehrlein, que j'ai mis dans moyen. Je pense foncièrement que ce mec était bon, mais il n'a jamais eu la chance de le prouver. C'était pas un mauvais pilote, loin de là. Donc voilà, la catégorie moyen est faite pour lui. En tout cas, je trouve qu'elle lui correspond bien. Est-ce que vous vous souvenez de Sakon Yamamoto qui a participé à quelques Grands Prix en 2010 ? Si la réponse est non, c'est normal. C'est pourquoi je l'ai mis dans insignifiant. Et on va clôturer cette vidéo avec Guan Yu Zhou, où j'ai hésité entre moyen et mauvais. Je l'ai quand même mis dans moyen, parce qu'il tenait pas trop mal la comparaison avec Valtteri Bottas, même si sa saison 2024 méritait le mauvais, sincèrement. Sa saison 2022 et 2023 mérite le moyen, la 2024 mérite le mauvais. On fait la balance des deux. Bah voilà, il y en a, ça penche un peu plus d'un côté que de l'autre. Mais Guan Yu Zhou, voilà, j'ai jamais trouvé que c'était un très bon pilote, ni même un bon pilote. C'était un pilote au mieux moyen, au pire mauvais, d'où le fait qu'il soit dans la catégorie moyen. Voici un petit récapitulatif avec tous les noms. Je te laisse faire pause si tu souhaites en savoir plus et te remémorer tout ce que l'on vient de dire. N'hésite pas à me donner en commentaire quel pilote tu aurais mis où. Et pourquoi, voilà, c'est toujours intéressant d'expliquer pourquoi, qu'on puisse débattre dans les commentaires, l'espace est fait pour ça. Encore une fois, je vous demanderai de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter donc, elle m'a demandé énormément de travail. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et à mon Insta dans la description, et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.